retour dans cette émission pour le dernier virage de l'autre journal. Nous allons parler dans cette partie de cette affaire, la route Lomé-Vaughan-Enfoin, cette route qui continue d'être refaite après plusieurs milliards engloutis ou rentrés dans la corruption. La semaine dernière, vous avez été convoqué devant la justice togolaise dans cette affaire parce que vous avez publié un dossier, une investigation que vous avez fait concernant cette affaire. Vous avez révélé les dessous de cette affaire de la route Lomé-Vaughan-Enfoin. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois au tribunal? Oui, c'est un dossier qui date de 2015. Tout le monde a suivi l'actualité à l'époque. Nous nous y sommes intéressés et ça a fait l'objet d'une information publique. C'était une information à dévoiler. Premièrement, les noms des ministres, de ces deux ministres qui sont dénoncés à l'époque n'étaient pas venus. Le premier dossier ne concernait que la société qui faisait la route Lomé-Vaughan-Enfoin et qui était à l'époque Seco BTP. Donc, si nous avons belle mémoire, on avait publié un dossier titré Seco BTP, le début de la fin d'un géant au pied d'argile. Si les gens retournent lire ce que nous avons dit dans ce dossier et qu'ils reviennent voir la situation actuelle de Seco, ils vont voir où se trouve la vérité. Ça, c'est un. Maintenant, c'est après ce dossier qu'en deuxième partie, l'affaire des ministres est venue. Donc, par rapport à ça, la dernière fois, on nous a reconvoqués. Il faut dire que la dernière fois que nous nous sommes présentés devant le juge, mon confrère Liberté et moi, remonte toujours à ce 2015. Donc, depuis là, basta. Et la dernière fois, on nous fait savoir que l'affaire a ressurgi. Donc, moi j'ai reçu ma convocation un midi à midi 27 minutes pour répondre le lendemain, donc devant le juge, poliment. Il fait savoir que par respect à l'autorité judiciaire qu'il incarne, je ne peux pas ne pas répondre. Sinon, ils connaissent mieux la loi que nous en la matière. Donc, nous avons demandé un report qui a été accordé pour le 24 du mois de mars. Et on va voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est l'État togolais qui se plaint? Est-ce que c'est un individu qui se plaint? Est-ce que on verra? Sauf que, puisque depuis 2015, où on nous a présenté dans ce dossier au juge, à monsieur le juge, on nous a dit que nous sommes sous inculpation. Si l'inculpation était une charge qui peut faire casser le cou, je crois que nous ne serons pas. 6 ans après. Donc depuis 6 ans, nous ployons sous le poids de cette inculpation. Mon ami Liberté et moi, Liberté actuellement lui là à la HAC. Donc on ressuscite pour des raisons qui pour le moment, dont j'aime pas les secrets, ce dossier. Donc nous avons répondu poliment et puis le juge a reporté le report la prochaine audience. Par respect à monsieur le juge, son image et aux lois qui encadrent cet environnement, on ne parle pas trop sur un sujet qui est en instance. Donc je fais partie des mises en cause, donc je fais économie des détails, mais sauf que je peux conclure en 2 mots que ça commence par inquiéter. Ça commence par inquiéter parce que le journaliste togolais va finalement, je ne sais pas si c'est finalement vers ça qu'on veut aller. Agir de façon à ce que le journaliste un jour soit amené à ne pas s'intéresser aux dossiers d'utilité publique. À l'époque, quand nous publions ces informations, la route Lomé-Vaughan-Enfoin, ça ne passe pas devant la maison d'Abi Alpha, ni de journal Le Rendez-vous. C'est un dossier d'utilité publique. L'information a été donnée. Tout le monde a vu l'évolution de ce dossier-là. Et que
grâce à l'impunité qui a pignon sur rue, ce dossier existe encore et qu'aujourd'hui on dit, monsieur le journaliste, il y a certains, il ne fallait pas appeler leur nom, il y a ceci, il y a cela, et que vous devez répondre devant les juges. Bon, je dis encore que je ne vais pas trop parler, mais puisque nous sommes en train de traverser une période où le musulman de la presse a de l'avenir, est-ce que ça rentre dans ce cadre? Est-ce que c'est vraiment un individu qui s'est constitué, qui estime que j'ai été piétiné dans mes droits? Est-ce que donc, pour le moment, on ne sait pas encore de quoi il est question. C'est ce que nous pouvons dire. Je crois que l'opinion va apprécier. Merci beaucoup, Abi. Emmanuel, bon, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on convoque des journalistes alors que ce dossier-là, ça court toujours, puisque jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la route n'est pas encore refaite. Hein? Et si les dimensions qu'on avait données à cette route lorsque le marché a été attribué à Sekebo-Tepe, aujourd'hui on remarque mais que ces dimensions-là sont en train d'être rétrécies. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, comment est-ce que vous apercevez tout cette Merci. Au fait, ce sont des sujets qui sont courants dans la vie politique de notre pays. À l'époque, en 2015, nous aussi, nous sommes s'auto-saisis, on avait adressé des lettres, et on a une lettre, je crois qu'au moins 2 lettres ouvertes. Une était destinée au parquet pour lui demander de s'auto-saisir pour orienter une enquête dans ce secteur, dans le domaine, dans le cadre d'attribution du marché de la route Lomé-Programme-Foin. Et nous avons également, dans le cadre de nos activités, lorsque l'autorité en 2015 a voulu augmenter les frais de péage, à l'époque on s'est dit mais lorsque vous prenez l'argent vous ne faites rien pour ça, nous en tant qu'organisation de consommateurs nous ne pouvons pas vous soutenir. Et donc pour rassurer les consommateurs sur ce que vous faites de l'argent dont vous mobilisez à travers les péages, nous vous demandons de nous dire où est l'argent de cette route est allé. Et que faites-vous pour que la route soit désormais construite? Et donc, ça veut dire que nous avons tous les acteurs, toutes les autorités à l'époque sont mis au courant de ce que nous avons fait à l'époque. Maintenant, sur le fond du dossier, vous savez, lorsque on prend l'argent public pour construire une route, qui est une route publique, qui ne passe pas dans la maison de qui que ce soit, comme le DP l'a dit, c'est pas devant sa maison, ni devant la rédaction du journal Le Rendez-vous, ni dans mon quartier où moi je suis, dans la banlieue, mais que c'est une route où tous ceux qui veulent aller à Avogan, à Enfoin, à Hauteuil et à tous les autres villages qui sont sur ce tronçon-là puissent prendre pour aller revenir, ça devient une chose publique. Et donc la route étant publique, donc les fonds qui doivent les construire doivent être des fonds publics. Donc maintenant, lorsque on nous a dit que l'argent qui devait servir à construire a été détourné par un entrepreneur, et dans les interpellations que nous avons eu à faire avec les députés, à l'époque il y avait les députés de l'opposition, nous nous sommes approchés d'eux, ils ont fait vraiment l'interpellation au Parlement, et le ministre Nyofam à l'époque a dit que l'argent qui devait servir, que la société l'aurait utilisé pour acheter des machines. Alors que lorsque vous postulez pour un marché, il y a une commission technique qui passe pour voir les équipements dont vous disposez, surtout en matière d'infrastructures routières, ou bien de toutes les infrastructures où tu dois faire des constructions, on doit passer pour analyser et voir si les équipements tu as mis dans votre offre technique, si ces équipements-là sont existants ou bel ou bien. Et si le marché a été attribué à cette société qui aujourd'hui on nous dit qu'il aurait pris l'argent pour acheter d'autres engins, ça veut dire que bon, soit le ministre est en train de nous tromper, le ministre Nyofam était en train de nous tromper, soit qui s'était pas bien prononcé et justifié devant les parlementaires. C'est la commission qui n'a pas fait ce travail. Bon, est-ce que la commission n'a pas fait le travail? Où se trouve le problème? Donc, et y compris lui en tant que ministre, parce que c'est lui qui est le ministre de tutelle des travaux publics et des infrastructures. Donc à l'époque, en ce moment-là, c'est lui qui chapeaute toute l'institution.
Donc, quel que soit ce que les services techniques, les personnes responsables des marchés publics et ainsi de suite devraient faire, lui en tant que ministre, il doit voir. Et même s'il n'a mieux vu dans tout ce qui a été fait, lorsque l'affaire a commencé, avant de venir parler devant l'hémicycle, c'est-à-dire il parle devant l'hémicycle, il parle devant tous les Togolais. Okay? Parce que les 81 à l'époque, lorsqu'ils étaient, ils représentaient tous les Togolais. Et donc, lorsqu'il a parlé, donc il a parlé à nous tous. Et nous, organisons les consommateurs, nous avons écouté ce qu'il a dit. Mais à l'époque aussi, qui était le ministre de l'économie et des finances? Pour débloquer l'argent public, qui va débloquer? C'est le ministre de l'économie et des finances. Et donc, à l'époque, je crois que c'était le ministre Ayassor qui était le ministre de l'économie et des finances. Et nous avons écrit à tous ces ministères-là, à l'époque, pour leur dire de nous détailler sur l'affaire. Mais nous, on était étonnés que, puisque le travail que les organisations de la société civile font, c'est que des fois, il y a certaines informations que nous obtenons nous-mêmes. Ça, on peut le reconnaître. Mais il y a d'autres que nous tirons de la presse écrite, de la presse en ligne, de la presse radiophonique ou autre. Mais si vous vous basez sur l'information révélée par la presse, pour demander à l'autorité qu'elle peut être telles artères recommandées par la Constitution et les lois en matière de participation de marché et en matière de lutte contre la corruption, les instruments auxquels le Togo est parti au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, ainsi de suite, en matière de lutte contre la corruption, où on demande la transparence, mais lorsqu'on le fait, et aujourd'hui on apprend que des gens se sont plaints et qui ont assigné des journalistes depuis 6 ans, aujourd'hui on en convoque encore, moi, ça m'étonne. Et c'est lorsque vous voyez aujourd'hui la route Lomé-Vogan-Foin, on n'a pas encore fini la route. La construction n'a pas encore pris fin. Et les dimensions qui initiales ne sont pas respectées. Et je vais vous étonner aussi. Lorsque vous prenez aujourd'hui la route Lomé-Parimé, nous, au niveau de la Ligue des consommateurs, on a écrit à madame la ministre des infrastructures et des travaux publics aujourd'hui pour lui dire: madame, nous voulons que vous nous transmettez les TDR. Je dis bien les TDR. On ne leur a pas dit de nous transmettre le budget des travaux. Puisque lorsqu'on demande le budget, elle va dire que ce n'est pas moi le ministre de l'économie. Et elle va dire que ce n'est pas elle, qu'elle n'a pas les TDR, que ce n'est pas elle qui a les TDR, que les TDR de voir la direction du contrôle des marchés publics. Et nous, on a écrit aussi à la direction. La direction nous dit qu'elle n'est pas habilitée à nous donner les documents. Et donc, selon la loi votée par le gouvernement togolais, par le Parlement et adoptée par le gouvernement togolais, promulguée par le chef de l'État, la loi sur la liberté d'accès à l'information dit que c'est le médiateur qui veille à l'application de la loi sur la liberté d'accès à l'information. Donc, nous, on s'est saisi d'un article de cette loi pour décrire à madame le médiateur, pour dire: nous avons demandé à monsieur le ministre de l'économie et des finances, lui, on lui a demandé de nous donner le budget. Le ministre des infrastructures, on lui a demandé de nous donner le TDR. Et la direction des marchés publics, on a demandé de donner des TDR. Et l'ARMP, on lui a demandé un TDR. L'ARP a répondu pour dire que moi, je ne vois pas les TDR. Alors qu'eux tous là, ils doivent avoir les TDR. Ils ne peuvent pas nous dire que lorsqu'on fait des passages de marché, lorsque vous validez tout ça là, tu as vérifié quoi pour valider. Donc ils ont tous peur de nous donner les thèmes de référence pour ces marchés-là, pour ces marchés de Lomé-Parimé. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, si les gens refusent de donner les TDR d'un marché public, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'ils cachent. Nous, on a fait des plaidoyers au haut niveau pour faire savoir à certaines autorités, pour dire, et on leur a transmis les courriers qu'on a échangés avec ces ministères-là. Et madame le médiateur a écrit pour leur intimider, leur de nous donner les documents. Mais elle n'a pas écrit, elle n'a pas accepté. Et après, on nous a dit, on a écrit mémoire à l'époque, on a écrit mémoire pour lui demander TDR. On est allé rencontrer un de leurs chargés de communication qui a dit que lui ne peut pas nous donner les TDR parce que ça ne relève pas de leur ressort, et ainsi de suite. Vous voyez donc, sur toute la chaîne, vous avez vu comment des gens refusent de nous donner l'information. Or, l'information, elle est capitale pour toute activité, pour toute action que la société civile doit faire et que la presse aussi doit faire. Donc, en refusant, madame le médiateur a dit, donnez-leur le document. Elle a dit que la même loi a dit qu'il faut désigner les personnes responsables de l'information et que ces personnes-là doivent élaborer, bien définir la liste des documents communicables et non communicables.
Donc, depuis, ces commissions les personnes ont été désignées depuis avril 2019. Donc, d'avril 2019 jusqu'à aujourd'hui, où on est dans le premier mois, le troisième mois de 2021, elle n'a jamais osé nous répondre pour dire que la personne a défini les documents communicants. Et nous, on lui a répondu en disant que, mais, écoutez, vous nous prenez comme qui? Quels sont les documents qu'on peut communiquer aux citoyens si ce n'est pas un TDR? On ne vous demande pas de nous donner le secret d'État. Est-ce qu'on a, quel est le secret d'État? Est-ce que vous avez inventé quelque chose pour avoir des codes et ainsi de suite, je sais quoi? On ne vous demande de donner le budget. Les TDR pour dire la route là de Lomé à Zanguera, ça doit être avoir telle épaisseur et telle dimension, on doit construire dessus, ainsi de suite. C'est simple. Et madame le médiateur a répondu en disant que bon, qu'elle nous comprend, mais comme il a promis nous donner de nous passer, de ne pas aller sur le terrain judiciaire avec cette affaire. Nous aussi on a compris. Ok? Et on a encore relancé. C'est le mois de décembre. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu la réponse. Donc, les gens doivent comprendre que tout ce qu'on appelle travaux publics au Togo, là, c'est de la dilapidation des fonds publics. C'est de la gabegie. C'est du détournement des deniers publics. Je l'assume et je le dis. Parce que si vous ne le faites pas, pourquoi on vous demande de simples documents, vous refusez? Alors que c'est vous-même qui avez voté les tests pour dire que vous avez le droit d'avoir accès à l'information. Mais s'il n'y avait pas ces tests-là, moi je n'allais pas me mettre à écrire, à réfléchir, à écrire et à signer en demandant à mon collaborateur d'aller déposer des allers-retours. Donc, ça veut dire que en prenant cet exemple, les gens doivent comprendre que le dossier Le Voga en Foin était un dossier où les gens ne voulaient pas que ce soit clair. Si les gens ont porté plainte, ont signé les journalistes aujourd'hui, eux seuls savent ce qu'ils cherchent dedans. Mais nous leur apportons notre soutien. Nous apportons notre soutien à la presse parce que ce n'est pas facile. Si quelqu'un est à une distance lointaine de ce que les gens font en matière de journalistes et journal au Togo, les conditions dans lesquelles ces activités se font, et ils sont là à les critiquer, bon, c'est leur droit. Ok? Mais lorsqu'ils viennent, ils rentrent dans le jeu un tout petit peu, vous comprendront comment ça se fait. Mais lorsque les gens publient les informations, vous dites que les gens mentent. Mais lorsque les gens s'approchent de vous pour avoir des informations, vous refusez de leur donner l'information. Vous voulez qu'ils aillent sur la lune bien sous le soleil pour faire quoi? Vous voyez? Donc c'est juste pour dire que le dossier de Lomé Voga en Foin, c'est une affaire publique et que cette affaire publique-là, le procureur devait s'auto-saisir pour chercher à défendre les intérêts publics. Mais comme il ne l'a pas fait, il ne le fera pratiquement jamais. Oui, je suis désolé de le constater. Mais c'est dommage que la justice togolaise puisse des fois se taire sur certaines pratiques ainsi. Alors que pour nous, les coûts de milliards que nos enfants vont payer sur le dos des prêts pour la modernisation de la justice, où on est encore à ce même niveau depuis là, ça laisse à réflexion. Donc moi, et au niveau de la Ligue des consciences du Togo, nous voulons dire à ces autorités que si vous ne voulez pas qu'on connaisse la réalité de cette affaire, mais pourquoi vous continuez toujours à ressusciter des dossiers où vous-même vous savez que les 10 milliards, j'allais dire, que le montant qui était destiné à la construction de la route et qui était détourné à un moment donné, et qu'un autre fonds a été débloqué sur le budget public. Parce que ça a été encore budgétisé l'année suivante. Ah ouais. Ça veut dire que sur le fonds public, on a construit la route là 2 fois. Vous voyez? Et qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé à la fin de la route. Vous voyez, les Chinois disent que petit argent, petite route. Vous voyez? Vous pensez que les Chinois sont dingues? Eux, ils vont quitter des milliers de kilomètres pour venir. On fait 4 jours apparemment avant d'arriver à Lomé. Et 4 jours en l'air, vous pensez que c'est facile? Vous avez dormi peut-être 3 fois, bien 2 fois quelque part, à quelques endroits à travers la planète avant d'arriver à Lomé. Et ils vont venir construire ça là pour vous donner cadeau. Eux aussi doivent avoir leur gain. Voilà. C'est ça, parce que la Chine vit de ça. Donc si aujourd'hui ce n'est pas fait, il faudrait que les autorités puissent nous dire en réalité ce qu'ils veulent qu'on fasse au Togo.
soit ils n'ont qu'à nous dire que nous ne voulons plus, comme le DP l'a déjà dit, que nous ne voulons plus que vous parlez de ce qui est dans du secteur public. Ça veut dire qu'on ne veut plus que la presse existe. Voilà. C'est ça. Parce que si on ne parle pas du secteur public, pourquoi ils vont vouloir qu'on parle du secteur privé? Parce que du secteur privé, c'est eux qui sont toujours les barons, les grands acteurs de ce secteur privé. Donc, lorsque tu ne parles pas du secteur public, tu vas trouver quoi dire dans le secteur privé. Donc, ça veut dire qu'on veut mettre fin au métier de presse ou bien à la presse au Togo. Et c'est la démocratie qui reçoit un coup. Ben oui, un coup très dur. Un coup très dur. Mais je crois qu'ils vont continuer toujours à le faire. Ils vont continuer toujours. Moi, je suis quelqu'un qui croit à l'avenir. C'est vrai qu'il arrive des fois où je sens la déception, mais il y a un esprit qui me vient pour dire: ah, mon fils, sois pas dessus. Hein? Et que crois à ton avenir. Je crois à l'avenir du Togo. Parce que ceux qui ne croient pas à l'avenir, ils risquent de ne pas pouvoir vivre longtemps. Hein? Parce que moi, je veux vivre longtemps comme si rien n'était. Merci beaucoup, Emmanuel. Mais il y a un sujet qui me tient toujours, qui me tient encore, si tu permets. Oui, non, nous allons parler de ça en quelques minutes parce que le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Mais je voudrais rebondir sur ce sujet avec Abi Alpha, d'abord avant de te poser la question. Oui, Abi Alpha, vous avez sûrement écrit sur ces dossiers-là. Hier, c'était à Pomé, les habitants ont été délogés sur leur terre. Aujourd'hui, on parle de Nangbeto. Où se déroulent actuellement ces histoires d'expropriation des populations. Il y a quelques jours, je pense que quelques semaines, en janvier dernier, il y a quelques habitants de Bekbouta, à Tchantime, qui ont été délogés de leur maison, la maison barricadée. Qu'est-ce qui est à la base de ces expropriations-là? C'est vrai, maintenant, quand vous allez à la justice, c'est triste de le constater, au moins 70% des dossiers sont fonciers. Au Togo, ne s'achète pas un hectare qui veut. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer le luxe d'acheter un hectare. Que ce soit un terrain rural ou bien urbain, les gens achètent les terrains en superficie industrielle. Et quand tu regardes les scarcelles là, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les décideurs. C'est eux qui gèrent l'économie, c'est eux qui ont les derniers mots, c'est eux qui sont censés faire appliquer la loi. Bon, donc, dans un pays comme ça, où le foncier a été le gradé des soucis de l'autorité, où la loi foncière date de l'époque de Mathusalem, et elle continue par fonctionner, parce que les gens se disent: bon, si on veut vraiment être clair avec la loi, si on veut que ce soit limpide, nous-mêmes, notre marge de manœuvre sera limitée. Comment on peut permettre à un individu de s'acheter 1000 hectares, par exemple? Tu n'as aucune garantie que ce que je suis en train d'acheter, c'est pour une unité de production et que je vais employer les gens. Mais un individu, il fait ça, et puis les quelques rares fermiers qui saupoudraient la zone, qui vivaient de la haut et de là d'abord, on les déboute, et puis c'est son terrain. D'autres se paient même le luxe de faire de clôturer par des fils barbelés. C'est notre domaine, c'est pour moi. Bon, quand on permet à un individu de s'acheter des centaines d'hectares, il va se comprendre. Peut-être que chez lui-même, dans son village, il n'est pas propriétaire terrien. Mais parce qu'à un moment donné, il a atteint une certaine classe sociale, soit qu'il ait acquis son argent légalement ou bien illicitement ou bien par le vol ou bien par héritage. C'est incongru qu'un individu sans aucune garantie puisse acheter 1000 hectares sur un territoire qui a 8 millions d'habitants minimum et qui fait juste 56 000 km². Tu imagines si on doit diviser, c'est-à-dire 56 000 km² par 8 millions d'habitants, combien? Je veux te comprendre. Donc quand l'autorité ne fait pas ce calcul, c'est parce que quelque part cette lacune, ce vide-là arrange des gens. Et ils n'ont pas intérêt. C'est comme cette fameuse histoire de déclaration de biens. Qui doit déclarer les biens? Qui gère les biens de l'État? C'est toi et moi.
actuellement, je n'ai aucun bien de l'État que je gère. Je n'ai rien à déclarer. Si j'ai un titre que j'ai acquis aujourd'hui, c'est de ma soeur ou bien par l'État de mon papa ou bien de ma maman. Mais ceux qui gèrent les biens publics, c'est pour eux que la déclaration des biens est nécessaire. C'est eux qui doivent faire appliquer la loi. Combien ont pu faire déclarer leurs biens? Donc voilà, quand on est décideur et appliqueur, c'est-à-dire exécuteur, coordonnateur, tout ce que vous connaissez, bon, vous allez souffrir longtemps. Je dis bien cette loi-là. Regardez, mais on n'est pas cette particularité togolaise, elle fait mal. Elle fait mal. Et puis, très souvent, une méthode est née. Avant, c'est eux-mêmes devant. Je vous disais, je vais parler d'un baron qui avait acheté 1000 hectares dans les zones de Sokodé. Il est déjà mort après avoir laissé tout ce que vous connaissez comme scandale. Parfois, d'autres se mettent à visage découvert pour acquérir. Parfois, d'autres mettent des étrangers devant. Comme justifie ce qui permet à un individu, ce qui autorise un État de permettre à un individu vous vous faites une idée de l'air que peut couvrir 1000 hectares? 1000 hectares, si on doit partager, c'est-à-dire si chaque Togolais tout de suite attrape 1000 hectares, doit attraper 1000 hectares au Togo, combien de Togolais peuvent attraper leurs 1000 hectares? Juste parce qu'à un moment donné de son parcours professionnel, il a pu voler quelque part, il s'est enrichi. À supposer même qu'il n'a pas volé, c'est son argent acquis de sa sueur. Ce n'est pas normal dans un État qui se respecte. Donc quand ces lois comme ça existent, ou bien on ferme les yeux sur ces vides et qui continuent par tricher les populations, la misère aidant, c'est très facile pour des jeunes fainéants qui sont là, ils attendent seulement pour vivre de l'héritage de leur papa ou bien de leur maman. Dès que le papa meurt, il faut se jeter sur la manne. Oui, ici c'est pour lui. De ce fleuve à ce fleuve, c'est pour nos ancêtres. Et puis c'est la vente. Chacun a la superficie à la hauteur de sa sphère d'influence, vend la superficie qu'il veut, quitte à ce que les doubles vendent et parfois certains sont installés. Et on vient leur dire que votre village là c'est vendu. Que votre village est vendu. Vous comprenez quoi? Moi nous sommes sur un dossier sur la route de Balimé où le village est vendu. Où c'est interdit aux habitants de modifier un pan de son mur. Bon, donc et puis quand vous parcourez la zone là, quand vous allez, c'est un peu, je crois, c'est du côté gauche. Le nouvel acquéreur est en clôture. Tantôt la justice dit que bon, c'est son droit à continuer. Tantôt on vient écrire interdit de cessation des cerveaux et de travaux. Quand on est en train de clôturer une zone qui contient un village tout entier, un village qui a vu des aïeux, qui contient des tombes des ancêtres, on est en train de clôturer parce qu'un individu, là, je ne veux pas savoir quelle est l'origine de sa manne. Non. Il a beau avoir son argent de façon licite, mais ce n'est pas normal si un pays est debout. Donc c'est ça, les gens, ils nous vendent des discours du genre, le Togo c'est une nation. Affaire de nation, on n'a même pas encore commencé ce débat au Togo. Maintenant, est-ce que c'est un État? Ça, on peut commencer par débattre. Donc c'est vers là qu'on est en train d'aller, parce que ces vides, ces manquements, ce non-respect des lois, ce piétinement des droits minimums. Je viens de dire qu'on ne peut pas commencer par parler de défense des droits de l'homme, mais défense des droits à l'existence. Si je n'ai pas je viens à Lomé, étudiant ou bien je ne sais pas quoi, et puis après 15-20 ans, je n'ai pas pu acquérir quelque chose, je n'ai pas le droit de retourner chez moi pour continuer par vivoter, parce qu'entre-temps, un énergumène est venu donner quelques millions et on a clôturé mon village pour lui. Tu vois que ça commence par se compliquer. Et quand la personne arrive à la justice, il en dépend de la justice pour le défendre. Oui, voilà, selon quel titre foncier. Et puis ils sont très rapides avec les affaires de titres fonciers. Avant que vous ne découvrez qu'on a vendu la zone, il y a déjà titre foncier. Vous vous retrouvez devant un domaine avec des titres fonciers, signés par la même République. Qui a signé, sur quelle base? Ça devient un débat. Bon, donc quand un État fonctionne comme ça, la route est longue. La route est longue.
Oui, Emmanuel, vous allez nous parler très rapidement, en 2 minutes, de ce qui se passe actuellement en Anguito concernant cette affaire. C'est quelque chose qui est similaire à ce que le DP vient de dire. Au fait, ce qui se passe en Anguito et au village environnant, c'est que ça concerne 3 communes. La commune Ogou 2, Agné 2 et Ogou 4. Moi, je suis de la commune Ogou 4. Mon village est dans Ogou 4. Maintenant, à l'époque, lorsqu'on construisait le barrage de Nagbeto, il y avait un arrêté en 84, qui disait, c'est un arrêté bien décret. Le président prend un décret, non? Le décret, j'allais dire. Donc, le décret de 1984, 011, qui disait qu'on a déclaré d'utilité publique le domaine de Nagbeto. Et il délimitait par la route, le lycée d'Agbonou, ceux qui connaissaient Atapamé, par la route d'Agné, en passant par Agné, à Kourokopé, en allant vers la frontière, en passant par Koukoulé, et en revenant vers le CG d'Agbonou à Tapamé. Tout cet espace-là a été déclaré d'utilité publique. Tu vois? Donc ça veut dire qu'au moins plus de 45% de la région des plateaux a été déclarée d'utilité publique à cause du barrage d'Agboto. Puisqu'il y a cette largesse de ce document pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, comme ils ont des projets, parce que la zone est tellement convoitée avec le fleuve Mono et toute la richesse en sous-sol, parce qu'on a plusieurs ressources, il y a le marbre, il y a la dolomie, il y a beaucoup de choses sur le sous-sol, surtout au bout 4. Donc tout est convoité. Maintenant, ils disent que nous voulons, dans nos investigations, que nous voulons construire nous allons créer des ZAP, zones d'agropole aménagées planifiées, qui va permettre aux gens de cultiver, ainsi de suite. Et dans ce projet, ils interdisent que vous, population, vous n'aurez plus le droit de construire sur cet espace-là, parce que nous aurons pris l'espace. Or, à l'époque, les gens ont été déplacés pour le fleuve, dans la construction du barrage d'Agbeto, les gens ont été déplacés. Là où ils sont aujourd'hui, là, ils ont été déplacés là où ils sont. Ils n'étaient pas là-bas à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on ne veut pas les déplacer, mais on dit que nous allons prendre 10 km de part et d'autre du fleuve Mono. Au milieu du fleuve Mono vers la commune Ogou 4, nous allons prendre 10 km. Au milieu du fleuve Mono vers la commune Ogou 2, nous allons prendre 10 km. Au milieu du fleuve Mono vers Atinedi, qui est Agné 2, nous allons prendre 10 km. Ça fait 22 000 hectares. Et c'est plus de 50 villages qui sont engloutis. Ça veut dire que tout cet espace-là seront vendus à des étrangers. Parce qu'ils nous disent que ce sont des arbres qu'ils vont faire. Des herbes qu'ils vont faire. Ils sont en train de nous tromper. Et ils disent, si par exemple, dans des pays où il faut faire des arbres, ce ne sont pas des surfaces où l'accès est facile aux populations. C'est les surfaces où l'accès est compliqué aux populations que l'État prend l'argent pour aménager et dire aux gens d'aller cultiver. Soit donc tu vas dans la zone d'Aléjo, où on a des montagnes, ainsi de suite, où les gens ne peuvent pas cultiver des grandes surfaces, ou bien tu vas à Palimé dans les montagnes, ainsi de suite, où les gens ne peuvent pas cultiver. Et ce sont ces surfaces-là qu'on peut prendre pour faire des arbres. Parce que les gens ne peuvent pas avoir l'argent pour acheter des tracteurs, pour aménager ces espaces pour cultiver. Mais lorsqu'on prend les zones où l'accès est facile aux populations, où des gens vivent exclusivement de l'agriculture, on dit qu'on veut faire des arbres. C'est qu'on veut mettre la misère en branle dans ces localités. Et nous, les populations, ne sommes pas d'accord. En tout cas, moi, tant que je vis en tant que ressortissant de la commune Ogou 4, je ne me mettrai d'accord sur ça parce que la SOP n'est pas destinée à notre zone, parce que nos parents sont exclusivement agriculteurs. Et si aujourd'hui, moi j'ai l'opportunité de rester aujourd'hui à le mec et de laisser la roue à côté, ce ne veut pas dire que mes frères, mes soeurs qui restent au village ne doivent pas vivre de ça. Donc, c'est un problème de souveraineté alimentaire. Donc on ne va pas toujours continuer à laisser nos terres pour que les gens viennent l'exploiter. Et que nous-mêmes nous devenons des métayers pour ces gens-là. On va devenir quoi? Donc les populations disent qu'ils ne sont pas d'accord et nous les soutenons fermement. Secondo, lorsque on veut créer un autre projet, il ne faut pas qu'il s'attarde sur les dédommagements dans la construction du barrage de Nagbeto pour dire que vous avez été déjà dédommagés. C'est un autre projet. La construction des arbres, c'est un autre projet. La construction du barrage de Nagbeto, c'est un autre projet. Donc, ils veulent confondre les deux à la fois, ça ne pourra pas passer. Ça ne peut pas passer. Et nous sommes fermes là-dessus.
Oui, vous voulez dire. Oui, pour terminer, comme le sujet touche l'accaparement des terres, je crois qu'il y a un adage qui dit celui qui plaint le poussin doit aussi plaindre l'épervier. Je crois qu'au niveau de nos communautés, les villages, les gens doivent s'organiser de façon à ce qu'en attendant que l'État prenne ses responsabilités, que si vous entendez ensemble pour délimiter un territoire pour dire qu'ici c'est le village X et que vous faites une vie commune, vous répondez au nom du même village, vous êtes en société là-bas, que vous entendiez sur le minimum. Que par exemple, j'ai beau peut-être être un habit alpha qui se retrouve à Nangbeto et que je suis juste venu, je ne suis pas de là, mais que j'ai un droit de regard ou bien un mot à dire quand on veut acheter à Nangbeto des aires d'une certaine superficie. On ne peut pas laisser des terres aux mains de quelques familles dans un village, soit disant que c'est les propriétaires fonciers, et qu'à tout moment, un individu puisse aller délimiter toute une forêt pour remettre à un monsieur. Avant que vous ne vous soyez informé, il a déjà son titre de propriété. Et ça se complique. On a su des dossiers où les gens sont sur 3 titres fonciers, même superficie, c'est-à-dire sur la même superficie, signés par le même État. Donc, si on ne peut pas pour le moment compter sur l'État, qui a démissionné depuis belle lurette, il faut que les gens s'organisent de façon à ce que, si nous sommes ensemble, ici, on est dans Baie, si c'est un village Y, qu'on s'entende que, bon, moi je ne suis pas d'ici, on est ensemble, mais si vraiment quelqu'un vient et veut acquérir à partir de 100 lots, il faut que nous tous en parlons. Je n'attends pas la part, quelque chose de ce qu'il va acheter. Je ne suis pas propriétaire. Mais je suis, à partir du moment où je suis accepté en tant que citoyen de la localité, on partage le vivre ensemble. Il faut que j'ai un moment. Donc, je crois que les localités doivent s'organiser sur cette base aussi pour qu'on limite les dégâts en entendant. Parce que le problème, il est rural, il est urbain. Ouais. Il est rural, il est urbain. Même au niveau des villes, les gens attendent quand c'est déjà pourri avant qu'ils se réveillent. Actuellement, nous sommes sur l'affaire Alinka qui a commencé en 2016 où des gens sont allés arnaquer. On leur a dit, messieurs, sur 400 hectares ou bien 400, je crois 800 hectares, l'État veut faire un relotissement. L'État était où quand les gens s'installaient? Quand les gens occupent 800 hectares d'un quartier périphérique de Lomé. Les gens sont là-bas, ils ont déjà leur titre foncier, ils sont assis, je suis ici. En tout cas, c'est papa qui a acheté, il n'est plus là. Depuis 12 ans, j'ai hérité, je suis ici. Et un petit matin, une soi-disant délégation vient leur faire savoir qu'on veut faire le relotissement. Au nom de ça, arrêtez les travaux, ceci, cela, il n'y a plus de vente. Et que quand ça va finir, le relotissement va finir, donc quand on dit relotisser, c'est l'État qui lotisse. On va vous recaser, c'est-à-dire si M. Sougadji avait son terrain sur votre salon ici, et que par relotissement, une nouvelle route a piétiné son terrain, on va voir où le déposer. Et l'arnaque est continuée, on dit que, sachez que, à la fin du processus, ceux qui avaient un lot, ça va devenir 2000 lots. Ceux qui avaient 10 lots, ça va devenir 5 lots. Donc vos acquisitions vont être divisées par 2. Au nom de l'État, les gens obéissent. Quand on amène une telle information, au nom du sceau de l'État, les gens obéissent. On arrête les travaux. Ils sont sous torture morale depuis 4 ans. Ils s'interrogent toujours sur le sort de ces terrains qu'ils ont acquis à la sueur de leur vie. Et qu'en 2020, ils découvrent que l'État n'a jamais demandé un relotissement et que c'est des individus qui sont entendus avec des appuis au niveau de l'autorité publique et on envoie des géomètres qui font le travail et nous on tombe sur le dossier. L'État n'a pas demandé. Au niveau des ministères, tout le monde est surpris. Actuellement, l'affaire est devant les parlementaires à la présidence. Il n'y a pas une institution publique où ce dossier n'est pas là actuellement pour qu'on revoie. Il n'y a jamais, l'État n'a jamais demandé qu'on relotisse. Pourquoi vous êtes venu faire ça aux gens? Pourquoi? Et depuis là, c'est devenu un problème. Tout un pan des habitants de la ville est sous cette torture morale. Tous les jours. Bon, quand un État fonctionne comme ça, il faut que vous aussi qui êtes victime de ce fonctionnement, vous vous organisez pour limiter les dégâts.
Et c'est l'un de ces individus véreux là qui nous a mis au chômage à l'alternative, je rappelle. Bon, c'est une parenthèse que je fais. Oui, ce que dit. C'est juste pour dire que ce que le DPA dit en termes de conseils aux populations autochtones, c'est très important. Parce qu'elles doivent savoir que le fait que nous vendons nos terres aujourd'hui pour prendre 200 000, 100 000 par hectare, que nous, eux vont mourir, parce qu'eux qui prennent aujourd'hui vont mourir, mais leurs enfants vont souffrir mieux que eux demain. Donc c'est pourquoi nous disons il faut qu'ils restent solidaires. Donc la solidarité doit être de mise pour tous ceux qui se disent CDD, CDQ, chef du village, et il faut qu'ils oublient ce qu'ils mettent dans la politique, parce que ce sont les politiciens qui viennent qui les trompent, pour dire que fait ceci, tel parti politique va faire ceci, ainsi de suite, en matière de terrain là. En tout cas, ceux qui me connaissent, moi, l'affaire de terrain là, ce n'est pas mon fort. Je cherche là où je vais dormir à Lomé, je l'ai trouvé, je suis là où je suis. Mais dire que le terrain n'est pas un objet à commercialiser. Maintenant, si les gens se plaisent dedans, c'est leur affaire. Mais je voulais inviter les autorités, je vais inviter surtout les populations autochtones à ne plus continuer à céder leur terre parce qu'ils ont besoin de l'argent, quoi que ce soit. La terre, elle n'est pas faite pour être cédée et bradée. Elle nous nourrit et elle va nous nourrir. Ok? Donc le reste, c'est que tout le monde doit savoir ce qu'il veut et là où il veut aller. En tout cas, nous, au niveau de la Ligue des conseils du Togo, on sait d'où on vient, on sait d'où on veut aller. Notre vision, c'est qu'on veut un Togo où les droits fondamentaux, les plus fondamentaux du consommateur soient respectés et que tout le monde se sente à l'aise dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit et dans ce qu'il mange. Merci Emmanuel. Abielfa, votre mot pour clôturer cette émission. Bon, c'est un plaisir que j'ai visité cette rédaction. J'y suis tous les jours, sauf que je ne suis pas encore monté sur votre plateau ici. Donc, peut-être que c'est la première fois que les téléspectateurs, les spectateurs nous découvrent ici. Et on les remercie pour la patience à nous écouter. Et on souhaite longue vie à cette initiative, à cette émission. Et merci à tout le monde pour la patience à nous suivre. Ouais. Et je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Rendez-vous, un journal aussi qui fait de l'investigation, fait de bon travail, hein, comme on fait le minimum possible, oui, avec tout ce que vous savez. pour la presse togolaise, pour les Togolais. Emmanuel, oui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à tous ceux qui croient en ce que nous faisons. À tous ceux qui continuent à vouloir nous accompagner, même s'ils n'ont pas les moyens dans la prière, on a besoin de leur accompagnement spirituel parce que le travail n'est pas facile. Eux-mêmes, ils voient les dossiers sur lesquels nous sommes. Nous avons des familles à protéger. Et heureusement que Dieu nous protège en longueur de journée, là où nous allons, là où nous restons, qu'il continue à nous protéger ainsi pour qu'un jour nous sentons bien à l'aise là où nous sommes dans ce que nous faisons. Merci beaucoup Emmanuel Sogadi. Vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo, membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci messieurs, merci chers amis internautes qui vous nous suivez dans cette émission L'autre journal. C'est la fin de ce numéro et à la prochaine.